Il n'est pas tout à fait 14 heures. Bonjour, merci de nous accueillir. Édition spéciale pour votre Midi News de ce dimanche. Une heure consacrée donc au jour 2, au jour d'après les attaques d'Israël et des États-Unis en Iran, avec cette annonce évidemment qu'on a commentée depuis hier soir, la mort de son guide suprême Ali Khamenei. Mais on va y revenir longuement dans cette heure d'information. Mais tout d'abord, cette information également qui est tombée. Les missiles iraniens auraient fait 5 morts selon les secours dans le centre d'Israël. On trouvera dans quelques instants Lise Benkemoun, mais je vais vous présenter les invités qui m'accompagnent pour cette édition spéciale. D'abord, le général Bruno Clermont, consultant défense. Merci d'être avec nous. Général Manaz Chirali, sociologue et spécialiste de l'Iran. Merci d'être avec nous également. Maxime Pérez, ancien correspondant d'Israël. Sans oublier Hubert Coudurier, journaliste. Tout d'abord, une première réaction, peut-être, général Bruno Clermont, sur ces frappes. On nous donne un bilan de 5 morts, qui soit peut-être un bilan provisoire. Écoutez, c'est la réaction à laquelle tout le monde s'attendait, la réaction de riposte de l'Iran avec ce qu'il a de plus dangereux pour Israël et puis finalement pour les alliés des États-Unis, c'est-à-dire les missiles balistiques. C'est la raison pour laquelle la frappe initiale et les frappes qui continuent, parce qu'aujourd'hui ça continue, c'est le même tempo de frappe aujourd'hui que c'était hier, c'est-à-dire un très grand nombre de chasseurs, un très grand nombre de sorties, un très grand nombre de missiles de croisière. Le but étant de réduire au maximum les missiles balistiques. Tsahal a fait une annonce récente disant que la moitié des missiles balistiques auraient été détruits à l'occasion des premières frappes. Donc il reste quand même une moitié, c'est-à-dire une grande quantité. Et c'est le danger principal, faire des morts en Israël, mais aussi faire des morts chez les Américains, qui reste malgré tout le but des Iraniens. On a vu des missiles qui arrivaient un peu n'importe où, y compris dans des villes comme à Dubaï, aux Émirats, à Bahreïn. Le but, ce n'est pas simplement militaire, le but, c'est de faire des morts pour créer une espèce de chaos, pour obliger les États du Golfe à prendre position contre les Américains. Enfin, c'est une situation très dangereuse pour les populations civiles. Maxime Pérez, vous connaissez bien le secteur, évidemment, en tant qu'ancien correspondant. Oui, on est, alors pour parler de la frappe, puisqu'on est en train de voir les images en direct, on est à peu près une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Jérusalem, dans une ville qui s'appelle Beth Shemesh, et selon toute vraisemblance, il y a eu donc un impact de missiles balistiques directs qui a littéralement rasé le quartier. C'est ce genre d'impact quand il se déroule, et on l'a vu hier soir à Tel Aviv, cet énorme cratère qui n'a pas touché directement un immeuble, mais la rue, mais qui a éventré évidemment le quartier. Eh bien, ces missiles comportent plusieurs centaines de kilos d'explosifs, donc à chaque fois qu'ils touchent leur cible, quand ils le peuvent, quand ils transpercent le système de défense antiaérien israélien, le fameux dôme de fer, eh bien, ils provoquent des dégâts comme on peut le voir en ce moment même. Donc on voit les Iraniens tirer tout azimut, tirer sur Israël, tirer sur les pays du Golfe, parce qu'ils veulent régionaliser le conflit. On a vu ce matin ces tirs également de 2 missiles balistiques contre Chypre qui ont atterri en mer et qui visaient vraisemblablement l'aérodrome britannique, dans lequel se trouveraient également des éléments du renseignement américain. Peut-être visait-il aussi la flotte américaine au large d'Israël, le fameux Gerald Ford, qui est le plus grand porte-avions et le plus grand groupe aéronaval actuellement déployé sur zone. Donc les Iraniens cherchent à régionaliser le conflit et apporter un maximum de coups, peut-être pour forcer la communauté internationale à prendre position et à faire cesser les hostilités, parce que finalement, ils sont acculés, et c'est le seul recours qu'ils ont, celui donc de cette fuite en avant et de ce jusqu'au-boutisme qu'on voit donc atteindre presque déjà les frontières de l'Europe. Général Bruno Clermont, et je reprends l'expression de Maxime Pérez, en fait les Iraniens tirent tous azimuts, mais alors vraiment tous azimuts. Tous azimuts, ils ont à peu près une douzaine de types de missiles balistiques différents, certains très anciens, certains très performants, très difficiles à intercepter parce qu'ils manœuvrent en phase finale. Et le dôme de fer, on le sait, qui est un système multicouche, extrêmement performant, sans doute le plus performant au monde, n'a qu'un taux de réussite de 90%. Donc on sait que forcément, il y a des missiles qui vont passer. Israël s'y attend. C'est pour ça que les consignes permanentes sont données à la population pour rester à l'abri. Mais il faut s'attendre à d'autres drames de ce type au cours de cette opération. Ça faisait partie des risques que les Israéliens et les Américains ont pris en déclenchant l'opération. Ce qu'il faut, c'est que ça s'arrête le plus tôt possible. Donc on va continuer. Pour que ça s'arrête, il faut intensifier les frappes pour détruire ces sites de missiles balistiques. Et dans cette grande opération, il y a 2 opérations. Une opération offensive qui consiste à frapper le dispositif militaire, politique de l'Iran. Ça, ce sont ces avions qui sont projetés. Et puis une autre opération défensive qui a commencé en même temps, dans laquelle les Israéliens, les Américains ont déployé un grand nombre de systèmes d'intercepteurs,
mais ce n'est pas efficace à 100%, donc il y aura des missiles balistiques qui vont passer. Question générale, l'Iran a parlé d'attaques de grande envergure, alors qu'on évoquera tout à l'heure la disparition du guide suprême, hein, mais on voit que les Iraniens répliquent, ils l'avaient dit d'ailleurs, ils l'ont annoncé, et annoncé un certain nombre de fois, et c'est une attaque de grande envergure. Ça veut dire quoi ? Alors ça veut dire qu'ils vont essayer de saturer les défenses antimissiles, c'est-à-dire envoyer plus de missiles que d'intercepteurs capables de les intercepter. Donc non seulement c'est pas 90% quand tout fonctionne bien, mais si le système est saturé, qu'il soit israélien ou américain, il ne peut pas intercepter 20 missiles en même temps si le système ne peut intercepter que 15. Il y en a 5 qui passeront. Il y a beaucoup de missiles balistiques qui sont tirés par l'Iran qui ne sont pas interceptés parce que le calcul de la trajectoire est fait tout de suite et on sait qu'ils vont tomber dans une zone qui n'est pas habitée. Donc plutôt que de gaspiller des missiles, les opérateurs des missiles, américains ou israéliens, préfèrent ne pas les intercepter et les laisser s'écraser dans la nature pour économiser. Il y a une bataille des munitions dans cette affaire qui est le nombre de missiles contre le nombre d'intercepteurs. Et pourtant, il y a eu un grand nombre de frappes ciblées par les Israéliens et par les Américains, et on voit et on comprend mieux que ça risque de durer, hein, cette guerre. On peut parler de guerre évidemment entre Israël, les États-Unis et l'Iran, parce qu'en fait, ils ont les moyens de répliquer malgré ce grand nombre de frappes israéliennes et américaines. Ils avaient les moyens de répliquer. C'est pour ça que cette première opération offensive est massive. En même temps, ils vont détruire les radars, ils vont détruire les systèmes antiaériens. En même temps, ils vont détruire le maximum de lanceurs de sites missiles. Mais certains sites missiles sont enterrés sur Terre, certains sont mobiles, ils sont déplacés, c'est plus compliqué à abattre. Et puis, toute la chaîne de commandement, il y a dans cette opération, on ne le voit pas, une énorme opération de guerre électronique qui vise à brouiller toutes les communications, à brouiller tous les signaux pour casser la chaîne de commandement et faire que l'organisation militaire de la part des Iraniens ne soit pas efficace dans la qualité de réplique. Et probablement que hier, la surprise était terrible. La frappe a été non seulement très puissante, mais extrêmement a bénéficié d'un effet de surprise. Donc la chaîne de commandement des gardiens de la Révolution qui mettent en œuvre ces missiles balistiques a sans doute été perturbée. Il est possible qu'aujourd'hui, ce soit réorganisé et qu'ils soient capables de mieux réagir que ce qu'ils ont été capables de faire hier. Alors, je vous fais réagir dans quelques instants, Hubert et Manaz, évidemment, sur ces 5 morts donc, en Israël. Mais il est 14h et c'est le moment de faire un point complet, justement, sur tout ce qui se passe en Iran avec Sandra Tchumbo qui nous accompagne cet après-midi. Bonjour, Sandra. Bonjour Thierry, bonjour à tous. La France ne peut que se satisfaire de la mort de Khamenei, selon la porte-parole du gouvernement. Maude Bréjon parle d'un dictateur sanguinaire qui a opprimé son peuple et qui est responsable de la mort de milliers de civils dans son pays et dans la région. Elle rappelle également que le gouvernement se tient prêt à organiser dès que possible l'évacuation de ses compatriotes au Proche-Orient. Les monarchies du Golfe vont se réunir en visioconférence ce dimanche après de nouvelles explosions à Dubaï, Abu Dhabi, Doha et Manama et l'attaque d'un pétrolier au large des côtes omanaises et émiraties. Cette série de frappes lancées hier par Téhéran dans la région est une erreur de calcul selon un haut responsable émirati qui a rappelé « Votre guerre n'est pas avec vos voisins ». Et puis en raison de la situation sécuritaire tendue, Air France a prolongé ses annulations de vols depuis et vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu'à mardi prochain inclus. La reprise des opérations sera soumise à une évaluation de la situation sur place. Les clients peuvent annuler ou reporter leur voyage sans frais. Merci beaucoup. Et j'en profite pour donner cette information. Le bilan s'est alourdi. Hein. Quand je parlais de bilan provisoire tout à l'heure, on est rendu à 6 morts, Maxime Pérez. 6 morts et vraisemblablement un bilan qui va encore s'alourdir. Il faut être prudent, évidemment. Après les informations qu'on a, le missile serait abattu directement sur un immeuble et l'abri n'aurait pas résisté à l'impact. Encore une fois, il faut imaginer à quelle vitesse se dirige un missile quand il atteint le sol. On est à plusieurs Mach. Hein. Je pense qu'on est à la vitesse du son. Ouais. Il y a une énergie cinétique qui est très puissante et c'est elle qui fait des dégâts avec la charge explosive. Manaz, une réaction sur ce qui se passe et l'extension. On a déjà entendu les Iraniens, les dirigeants iraniens, ils ont toujours dit, depuis plusieurs années maintenant, depuis 2020, ils disent le jour où notre fin est proche, on va embraser la région et on va brûler l'Iran. Donc, leur plan est déjà là. Ils le disaient, ils le savaient, mais on ne les prenait pas au sérieux. Mais là, ils sont en train de le réaliser. Hubert Coudurier, votre réaction? D'abord, quand on allait au Moyen-Orient, depuis plusieurs années, on parlait d'une guerre à venir. Là, on y est. Alors, il y a eu cette guerre de 12 jours en juin dernier. Là, ça pourrait durer plus longtemps.
il y a quelque chose quand même d'un peu paradoxal dans cette volonté des dirigeants iraniens de faire feu de tout bois. D'abord, il faut souligner que cet arsenal balistique est très puissant et c'est une des raisons aussi majeures de l'offensive américaine, parce que c'est un point sur lequel les dirigeants iraniens refusaient obstinément de négocier. Le nucléaire, c'est une chose, c'était relativement balisé. L'arsenal balistique, ils ne voulaient pas négocier dessus. Ensuite, ce qui est paradoxal, c'est que finalement, ils sont en train de rallier presque la cause des pays arabes, des monarchies du Golfe, qui sont d'obédience plutôt sunnite, à la cause occidentale. Parce que là, c'est totalement contre-productif, comme l'a dit d'ailleurs un responsable émirati. Il y a un scénario qu'on aurait pu envisager, qui n'est peut-être pas d'ailleurs complètement écarté, c'est de dire, le guide, c'est une victoire symbolique énorme, compte tenu de toute l'historique des relations avec le grand Satan. On se rappelle de ce qui s'est passé à Taba, quand les Américains ont voulu faire relâcher leurs otages et qu'ils ont eu un accident d'hélicoptère. On se rappelle aussi de tout ce qui a pu être fait en termes de terrorisme, les attaques en 83 contre les immeubles du Drakkar, où il y avait des forces américaines et des forces françaises, 300 morts, etc. Mais on pouvait se dire quand même que dans la mesure où aujourd'hui le guide était un peu à l'écart et qu'il n'a aucune responsabilité opérationnelle et que finalement l'ossature du régime est formée des passedarans, ils auraient plutôt tendance à vouloir négocier, gagner du temps, faire le dos rond et finalement essayer de survivre de cette manière en reprenant ensuite des négociations avec les Américains qui de toute façon ne veulent pas s'engager au sol. Et là, semble-t-il, dans une forme de stratégie un peu suicidaire qui ne laisse aucune autre alternative que l'escalade. Manaz. Je ne pense pas que la République islamique soit basée sur une véritable ossature, comme on vient de l'expliquer. Selon ce que je vois depuis plusieurs dizaines d'années sur la République islamique, c'est un régime dans le fond assez fragile, parce qu'il y a beaucoup de rivalité pour le pouvoir à l'intérieur de lui-même. Par exemple, pendant la guerre de 12 jours, quand Khamenei était caché dans son bunker, les autres dirigeants de la République islamique étaient en train de se déchirer. Et même on a parlé d'un coup d'État qui a été fomenté par Rouhani. Et donc, après la sortie de Khamenei de son bunker, on a vu que Rouhani a été résigné à la résidence, donc elle était enfermée complètement et complètement mise à l'écart. Où est-ce que je veux en venir? C'est que c'est un régime, malgré ses apparences trompeuses, qu'on pense qu'il est très fort, sa force est plutôt dans la répression qu'il impose à sa propre population. Et là, avec la disparition de ses dirigeants, les hautes têtes des pastorans et de son armée et des dirigeants, là, il y a quand même un chaos total à l'intérieur. Un conseiller diplomatique de l'Élysée, il y a quelques années, il disait les Iraniens sont très intelligents, mais ils se surestiment un peu. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de réaliser. Pour aller dans votre sens, je pense que ce sont les Occidentaux qui surestiment l'intelligence. Ce n'est pas une intelligence, monsieur. Vous savez quel est le problème? C'est que les dirigeants iraniens n'ont aucun respect pour l'intérêt de leur peuple. Ça leur donne une force. C'est-à-dire, ça leur donne une ouverture. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent royalement. Ça, c'est une force. Ce n'est pas une intelligence. Et c'est ça, en fait, l'amalgame entre la force et l'intelligence. En même temps, ce qui est très difficile peut-être pour les dirigeants iraniens aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver peut-être une porte de sortie, parce que c'est quand même les champions de la négociation et de l'enfumage, et en même temps, vis-à-vis de l'opinion arabe, de la nécessité de riposter très fortement, parce que c'est quand même un symbole énorme. L'Ayatollah Khamenei, c'est quand même quelque chose qui ne peut pas être accepté comme ça du jour au lendemain. Donc ils sont sur, à mon avis, une ligne de crête, parce qu'on a un peu tendance aussi à s'emballer et à penser que finalement le régime va tomber. Ça va prendre du général temps. Bruno, clairement, tu vois, tu es très prudent par rapport à ça. Depuis 48 heures, évidemment, général. Alors, sur la capacité à faire tomber le régime, oui, il faut être prudent. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de l'armée iranienne. Jamais. Il faut se rappeler qu'après l'élimination de Hassan Nasrallah en septembre 2024, le chef du Hezbollah, les Iraniens avaient envoyé plusieurs dizaines de missiles balistiques sur l'Israël à titre de
à titre de punition, en quelque sorte. Et que c'est donc la troisième fois qu'Israël est confronté à cette montée en puissance du système balistique iranien, Nasrallah, la guerre des 12 jours, et puis aujourd'hui. Et donc, là aussi, les systèmes sont entraînés, les procédures ont été améliorées. Mais il y a une quantité de missiles aussi qui a été consommée. Donc les Américains sont inquiets par leur quantité d'armement. On y reviendra si la guerre dure tellement longtemps. Ouais. La question, c'est pas qu'elle dure longtemps, c'est qu'elle reste avec un tempo très élevé et beaucoup de consommation de munitions comme actuellement pendant longtemps. Ça, les Américains ne pourront pas le faire. Par contre, ils peuvent faire plusieurs jours d'opérations très violentes et ensuite on diminue la tension, on occupe l'Iran. Une fois qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'aviation, plus de défense antiaérienne, on peut mettre des drones, occuper l'Iran et contrôler la population, contrôler les mouvements et aider éventuellement la rébellion à faire cette révolte, cette opération au sol qu'eux n'iront jamais faire. Et c'est ce que préconise d'ailleurs Donald Trump depuis le départ. Mais qui fera l'intervention terrestre ou pas, en tous les cas, vous l'avez dit Hubert. Oui, c'est hors de question. Mais hors de question. Comment réagit l'opinion américaine ? Alors pour l'instant, la base MAGA tient, les républicains tiennent, même si, alors évidemment les démocrates sont fous furieux, ils estiment que Trump passe en force et n'a pas consulté le Congrès, même si les principaux responsables des deux chambres ont été consultés. Mais il faut voir aussi dans le temps comment l'opinion américaine soutient cette guerre, qui a quand même été largement initiée par les Israéliens auprès de Donald Trump. Oui. Maxime, très rapidement. Donald Trump a annoncé hier soir une première phase de 5 jours de bombardement. Première phase, ça sous-entend qu'il pourrait y en avoir une deuxième, voire d'autres. Quelle serait leur nature ? Les Américains n'ont pas de moyens terrestres et ils n'ont pas l'intention d'en dépêcher sur place dans les prochains jours, les prochaines semaines. Okay. C'est une ligne rouge du côté aussi bien des républicains que des démocrates américains. Alors, ont-ils, pendant ces 4 à 5 semaines qui se sont écoulés entre la répression et le moment où les Américains et les Israéliens sont entrés en action, en ont-ils profité pour armer des groupes d'opposition, par exemple dans les minorités, parmi les minorités azéries et kurdes, dans le Kurdistan iranien ? C'est la question qui reste en suspens et on va voir si quelque chose qui ressemble à une insurrection interne se met en place dans les prochains jours. Maxime, le bilan semble s'alourdir, mais il faut être encore très prudent puisqu'on annonce 6 morts, mais potentiellement on en annonce 8 et ça circule sur les réseaux sociaux, mais c'est à prendre au conditionnel. Donc on en reste à 6 victimes. Bilan provisoire. Vraisemblablement des personnes disparues, des personnes sous les décombres avec... un impact assez dévastateur qui a provoqué des dommages extrêmement importants dans un rayon de 300 à 400 mètres autour donc, de ce point d'impact qui a dévasté donc, un bâtiment de cette localité de Beth Shemesh. Donc le bilan risque de s'alourdir. C'est sans doute le plus important depuis le début de cette guerre sur le territoire israélien. Et j'apprends également que Benjamin Netanyahu a convoqué un conseil de défense spécial suite à cette attaque. Alors comment les Israéliens sont plutôt soudés derrière Netanyahou, même s'ils sont partagés sur sa personnalité, mais en période de guerre, ils sont derrière lui. Il faut voir aussi comment réagit l'opinion iranienne, et ça, madame, vous le sentez sans doute mieux que nous, mais c'est vrai qu'après la guerre de 12 jours, il y a eu un mouvement quand même assez négatif contre, finalement, les bombardements. Et là, depuis ce qui s'est passé, depuis les 30-40 000 morts qui ont été perpétrés par le régime, on a l'impression que l'opinion iranienne, maintenant, est prête à payer le prix de ces bombardements américains. En fait, après la guerre de 12 jours, la République islamique avait vraiment très envie de donner cette image que les Iraniens étaient derrière lui. Et ça, c'était vraiment sa propagande à lui. Les Iraniens n'ont pas réagi. Ils ne sont pas sortis dans la rue. Sous les bombardements, aucun peuple ne fait des manifestations. C'est tout à fait à leur honneur. Donc, ils ne pouvaient pas manifester quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit pendant les bombardements. Mais ce qui était important pour nous qui observons la société de plus près et qu'on parle avec les Iraniens, franchement, aucun mouvement de solidarité envers la République islamique n'a été constaté. Ni moi, ni aucun d'eux. Par contre, là maintenant, depuis hier soir, depuis l'annonce de la mort d'Ali Khamenei, alors on voit des scènes de liesse en Iran. Et ça, ce qui est quand même très significatif. C'est-à-dire... ça met vraiment complètement, ça écarte toutes ces thèses de nationalisme iranien et la solidarité avec les dirigeants. Justement, on va vous montrer, Tania Thiollet, qui prépare cette émission à mes côtés, vous a sélectionné deux images sur lesquelles vous allez réagir. Il y a 2 images, c'est le symbole évidemment, cette liesse aux 4 coins du monde, mais notamment on voit ces images
à Téhéran, des cris de joie, on danse, etc. Et puis, on vous a mis également cette autre image qui existe et sur CNews où on montre toutes les images. On ne se doute pas que tout ça est organisé, mais il y a aussi cette image où il y a des Iraniens qui s'opposent donc à cette double attaque israélienne et américaine sans aucune surprise. Je serais tenté de dire Manaz, et je suppose que vous préférez vous attarder sur l'image de liesse et de joie des Iraniens et des Iraniennes. J'aimerais bien encadrer les images, si vous me permettez. C'est-à-dire que les premières images, les scènes de liesse, ces jeunes qui sont dans la rue, ces individus qui sont dans la rue, à tout moment, ils risquent leur vie. Bien sûr. À tout moment, ils peuvent mourir parce qu'on peut tirer sur eux. Alors que ceux qui sont en train de pleurer, non seulement ils ne risquent rien, mais ils reçoivent de l'argent, ils reçoivent des bons d'alimentation, ils reçoivent toutes sortes de soutien de la République islamique. On peut même imaginer qu'ils ont reçu pas mal d'argent pour être devant les caméras. Donc, quand même, les deux images ne sont pas à égalité, n'ont pas le même poids. Mais c'est important de les montrer aussi. Voilà. Vous avez si on fait notre métier de journaliste, c'est de montrer ces deux images, mais on se doute bien qu'effectivement, peut-être qu'il y a une manifestation spontanée et une autre, si je puis me permettre, qui l'est peut-être un petit peu moins. C'est-à-dire qu'il y a un spectacle. Voilà, on est d'accord sur la lecture. Je pense que Maxime Pérez ne va pas me contredire non plus. Je peux me contredire, d'autant que, et ce qui devrait nous rendre tristes, c'est que cet après-midi, par exemple, vous avez plusieurs groupes d'ultra-gauche qui ont trouvé le moyen d'organiser un rassemblement en République contre, je cite, l'agression israélo-américaine contre l'Iran. Voilà. Il y a une marche également pour les Iraniens à partir de 15h, si je ne m'abuse. Mais on n'a pas vu le rassemblement de la gauche contre les massacres en Iran. Oui, évidemment. Mais sans surprise, on a évoqué les réactions politiques dès hier et le bilan... Vous voyez, vous aviez raison, le bilan s'alourdit sur cette frappe en Israël. Il est effectivement de 8 morts. Mais on y reviendra tout au long de nos éditions spéciales sur l'antenne de CNews, puisque c'est aussi une information très importante. On va prendre la direction d'Israël, si vous le voulez bien. On va retrouver un habitant d'Ashdod. Il s'appelle Pascal Sadoun. Bonjour Pascal, merci d'avoir accepté notre invitation. Je voulais absolument vous avoir, parce qu'on le voit à travers ces frappes, votre quotidien. Mais malheureusement, vous êtes habitué, mais là, depuis cette attaque en Iran par Israël et par les États-Unis, votre vie est rythmée au son des sirènes, des alarmes et des abris. Racontez-nous comment ça se passe, Pascal Sadoun. Eh bien, bonjour tout d'abord, et je vous remercie de cette interview. Malheureusement, on est habitué depuis le 7 octobre des attaques du terrorisme, et bien sûr, toute la nuit, depuis hier, on n'a pas arrêté, depuis hier matin, on n'a pas arrêté d'aller dans les miklats qui sont des abris, des chambres protégées. Malheureusement, il y a beaucoup d'habitations en Israël qui n'ont pas d'abri, donc qui doivent descendre dans des abris publics. Et certaines fois, ils n'ont pas le temps d'atteindre les abris publics en fonction du temps qu'ils ont de l'arrivée des missiles de l'Iran. Alors maintenant, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que contrairement à tout ce qu'on entend, bien sûr, aux informations, notre armée ne vise pas la population iranienne. On vise des sites stratégiques et on veut en finir une bonne fois pour toutes avec les ayatollahs, qui sont des dictateurs, des terroristes en puissance. Et quand on en finira avec eux, on pourra vivre en paix tranquillement en Israël, parce qu'on en a marre de vivre sous la menace du terrorisme. Et c'est eux, l'Iran, les ayatollahs, qui subventionnent le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et toutes les puissances terroristes à travers le monde. Aujourd'hui, le monde entier devrait remercier Israël de taper l'Iran et d'en finir avec le terrorisme. Et je demande, par le biais de votre télévision, de votre chaîne de télé, à M. Bibi Netanyahou, M. Trump, allez jusqu'au bout cette fois, ne vous arrêtez pas, finissons-en avec le terrorisme, avec l'Iran. Et grâce à Dieu qu'on a une puissance de frappe terrible, et encore on n'a pas tout vu, parce que c'est pas terminé. On sait qu'on va passer des moments difficiles, et croyez-moi, c'est très difficile quand on a des enfants en bas âge, parce que je voyais hier, j'avais mes petits-enfants de 3 ans et 1 an qui étaient avec nous de peur quand ils entendaient les sirènes dans les abris. On vit ces moments difficiles, mais pas pour le moment présent.
on vit ces moments difficiles pour nos enfants, pour nos petits-enfants, qu'on en finisse avec le terrorisme et qu'on vive en paix une bonne fois pour toutes. Pascal, comment réagissez-vous à cette frappe dont le bilan provisoire fait état de 8 morts, mais on me dit également potentiellement qu'il y aurait 12 morts. Et tout ça est à prendre au conditionnel, mais le bilan officiel au moment où je vous parle est de 8 morts. Israël touché, comment réagissez-vous? Alors, malheureusement, c'est dramatique. C'est dramatique pour le peuple d'Israël d'être touché comme ça, de plein fouet. Il y a des enfants, en plus, j'ai vu qu'il y a des enfants qui ont été touchés parmi les victimes. Et espérant que ça va pas aller encore plus loin, mais il faut en finir, il faut en finir, il faut frapper fort. On s'attendait à ce que Israël frappe. Alors, on disait le Shabbat prochain, après la fête de Pourim, parce que là, demain, c'est la fête de Pourim. On ne savait pas quand ça allait taper, s'ils allaient taper, quand ils allaient taper. On ne pouvait pas rester comme ça dans le doute, dans le doute. Là, ils ont bien fait de taper. Il faut en finir. Et il faut leur mettre tout ce qu'on a sur couper la tête du serpent une bonne fois pour toutes. Voilà. Merci Pascal Sadoun pour ce témoignage. Merci beaucoup. CNews, vous êtes vraiment la vraie chaîne de l'information. Les francophones d'Israël vous regardent en permanence. On vous écoute en permanence. Merci encore. Mais merci pour votre témoignage, en tous les cas, Pascal Sadoun. Merci beaucoup et c'était très intéressant de vous entendre. On va prendre toujours la direction d'Israël, mais retrouver notre correspondante permanente, Lise Benkemoun. Bonjour Lise, merci d'être avec nous. Je le disais, de nouvelles frappes meurtrières cet après-midi. Dans quel état d'esprit sont les Israéliens? Je parle d'un bilan de 8 morts, mais qui pourrait être un petit peu plus lourd, puisque circule cette information. Il y aurait déjà potentiellement 12 morts, mais qui n'est pas encore confirmé. Donc c'est pour ça que j'utilise le conditionnel. Lise. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Oui, on est encore au conditionnel parce que le Magen David Adom et toutes les forces de secours sont en train de s'occuper de ce qui se passe à Beth Shemesh. C'est des images très difficiles, c'est une chute, un impact direct et en fait, on s'y attendait et en même temps, c'est toujours dramatique. C'est exactement comme ça que fonctionne le terrorisme, c'est d'attaquer des civils qui n'ont rien fait. Et donc là, c'est une stratégie tout à fait claire de l'Iran. C'est au lieu de faire des frappes ciblées, comme le fait Israël ou comme le font ses alliés, c'est de tirer un maximum de missiles sur Israël. Dans l'alerte qui a eu lieu il y a un peu plus d'une heure et demie maintenant, dans lequel il est tombé à Beth Shemesh, il y avait quasiment tout le pays. On était tous dans les abris. Il y avait 6 millions d'Israéliens sur 10 qui étaient dans les abris. Donc c'est vous dire si c'était beaucoup. Et l'idée de base des Iraniens, bien sûr, de la République islamique, c'est de submerger les défenses anti-aériennes. Et malheureusement, c'est ce qu'on a vu là à Beth Shemesh, c'est ce qu'on a vu hier soir à Tel Aviv. Et je ne peux pas vous dire que ça ne va pas nous arriver encore cet après-midi ou cette nuit ou demain matin. On s'est réveillé ce matin aux aurores à 6 heures avec une première alerte. Ça a enchaîné, on est déjà allé depuis ce matin une bonne dizaine de fois dans les abris. Donc on sait très bien que c'est vers ça qu'on va. L'Iran, en plus, a élargi son champ de tir puisqu'il vise aussi des cibles en Arabie Saoudite, au Koweït, au Bahreïn, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis. Il y a aussi des victimes qui sont recensées dans plusieurs pays du Golfe. Il n'y a pas qu'en Israël où il y a des morts. On en annonce également aux Émirats. Donc, malheureusement, on sait très bien qu'on est face à un régime terroriste qui n'a rien à perdre et qui va sortir le plus de missiles balistiques possible contre les civils israéliens parce qu'il sait évidemment que c'est une stratégie qui fonctionne. Après, c'est toujours la même réponse du côté des Israéliens, c'est solidarité. On accueille des gens chez nous qui n'ont plus de maison ou qui n'ont pas d'abri. On essaye d'aider ceux qui ont perdu beaucoup de choses et bien entendu, donc résilience et solidarité, c'est toujours les maîtres mots de la société israélienne face aux terroristes. Lise Benkemoun, deuxième question. Donc, Ali Khamenei a trouvé la mort. Une quarantaine de commandants ont trouvé la mort également. Est-ce que, selon vous, c'est la fin du régime iranien? C'est la question qu'on peut légitimement se poser. Alors effectivement, Thierry, tout le monde se la pose et on espère bien en Israël que c'est la fin. Et le peuple iranien l'espère autant que nous. Alors ils ont tous été éliminés dès la frappe préventive initiale qui a eu lieu hier matin. Donc une attaque qui a été rendue possible par véritablement des très très bons renseignements côté israélien et américain.
Parmi ces gens qui ont été tués, il y a Abdelrahim Moussavi, qui était l'un des plus hauts gradés de l'armée iranienne, qui était responsable de plein de centaines de missiles balistiques lancés sur Israël en juin dernier. Il y a le chef des forces terrestres du corps des gardiens de la Révolution. Il y a le conseiller principal du guide suprême en termes de sécurité. Donc, il y a son ministre de la Défense. On est vraiment sur des gens qui étaient nocifs. Et donc, on espère effectivement qu'au-delà de ces pertes humaines qui sont infligées au commandement iranien, Tsahal maintenant vise à détruire un certain nombre de systèmes de défense aérienne, ce qui est difficile aussi parce que souvent les Iraniens tirent leurs missiles depuis le sous-sol et donc il y a très peu de temps en fait pour détecter le moment où ils ont tiré. Et bien sûr que l'élimination de la plupart de ces hauts commandants, c'est un coup historique qui est porté à l'appareil sécuritaire iranien, mais tout le monde espère que ça va aller plus loin. Benjamin Netanyahou a mis un message en persan où il appelle le peuple iranien à renverser le régime, peuple iranien qui, vous l'avez vu sur l'antenne de CNews, a fait la fête dans la rue hier soir. Donc Benjamin Netanyahou qui les exhorte à s'unir, à descendre par millions. Il y a des attaques contre la prison des Vins, il y a eu des attaques pour détruire le QG de la police des Bassidj, qui on se rappelle sont ces gens qui ont assassiné des dizaines de milliers de personnes en janvier, ont assassiné leur propre peuple. Et la question qui tue aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que l'armée régulière iranienne va finalement changer de camp et au lieu de tirer sur ce qui sera sans doute des manifestants anti-régime qui vont aller dans la rue, se mettre aux côtés du peuple iranien. C'est bien entendu ce qu'on espère. De toute façon, on sait très bien que cette guerre, elle n'est pas encore terminée, elle n'en est qu'à son début. Et même si tout le monde souhaite qu'elle soit courte, à commencer par Donald Trump, il va bien falloir que cette fois-ci, comme le disait l'habitant d'Ashdod qui était sur notre antenne juste avant moi, il va bien falloir aller jusqu'au bout. Il va falloir que cette fois-ci, il n'y ait plus de tête du serpent qui menace à la fois Israël, toute la région et bien entendu aussi le monde entier, parce qu'il faut se rappeler que l'Iran peut aussi fomenter des attentats terroristes sur le sol européen sans aucun problème. Merci Lise Benkemoun. Manaz Chiali, vous avez une question à poser à Lise Benkemoun ? Je voulais juste rajouter quelque chose à ce que Lise vient de dire, pour dire que si on attend que l'armée iranienne, l'armée classique iranienne s'effondre et que se retourne vers le peuple, il faut attendre longtemps. Ouais, merci en tous les cas, Lise Benkemoun. On va retrouver tout au long de cet après-midi sur l'antenne de CNews. Autre témoignage et invité qui était avec nous d'ailleurs hier dans Punchline, dans notre édition spéciale, c'est Mayar Monchipour, ancien champion du monde de boxe. Bonjour Mayar Monchipour. Je voulais absolument vous avoir parce qu'entre hier et aujourd'hui, nous sommes au jour 2. Et voilà, depuis on a appris et ça a été confirmé que le guide suprême, Ali Khamenei, donc a trouvé la mort dans ses frappes et une quarantaine de commandants, je l'évoquais avec Lise Benkemoun. Mayar. Bonjour à tous. On croit rêver. J'ai fait, comme plein d'Iraniens dans le monde entier, la fête avec des étudiants iraniens à Poitiers hier soir, longuement. On n'espérait plus, on croyait cet homme immortel, intouchable. Non, c'est un homme, c'est un dictateur comme un autre. Et les dictatures sont amenées à disparaître, c'est l'histoire qui le dit. Et lorsque vous voyez ce qui se passe et ces frappes, parce que le régime de Mollah est bien présent et réplique fortement, puisque nous sommes déjà à 8 morts avec cette frappe en plein cœur d'Israël, vous dites quoi ? C'est normal, ils sont attaqués, il faut bien qu'ils se défendent. Ce qui est maintenant la clé, on en parle, j'entends parler tout le monde. La clé, ça va être, vous parlez souvent de l'armée, ça va être vraiment le Sepah. C'est les gardiens de la Révolution. Aujourd'hui, j'ai deux généraux à la retraite de l'armée du Shah et après au début de la guerre en Irak. Ils m'ont toujours expliqué que l'armée en soi, l'armée régulière, ce que vous appelez l'armée régulière, n'a pas grand-chose. Bon, de l'artillerie, c'est le Sepah Pastorlan, les gardiens de la Révolution qui ont tout. Ils ont et les armements et l'économie, comme vous le savez, l'argent. Ils lâcheront pas, ça va être compliqué. Je me pose toujours la question, est-ce qu'ils sont humains? Ils sont finalement iraniens. À un moment donné, ils vont pas dire on va pas tuer nos propres cousins, voisins, j'espère. Là, parce que comme on le sait, comme vous le savez très bien, il y aura 0 soldat israélien ou américain sur le sol iranien, et tant mieux. Donc, c'est aux Iraniens de jouer. Il va falloir qu'ils ne tuent pas leurs propres compatriotes, sinon ça sera tout de même compliqué.
Merci beaucoup Maher Monchipour, merci pour ce témoignage. Je voulais absolument vous faire réagir justement sur le fait que là il y a l'ayatollah Khamenei ait trouvé la mort dans ses frappes. Et on m'indique à l'instant même une image que j'aimerais vous montrer. Ça se passe dans le détroit d'Ormuz. C'est un pétrolier qui est en feu, qui a été touché par des frappes iraniennes, général Clermont. On voit, hein, la réplique ne se fait pas attendre. Hein. Ça aussi, ce sont des images importantes, parce qu'on sait que là, on connaît l'importance du détroit d'Ormuz. On y reviendra, évidemment. Pour l'économie mondiale, on connaît sa vulnérabilité, on sait que une des forces, la deuxième force des gardiens de la Révolution avec les missiles balistiques, c'est la capacité de nuisance dans le détroit d'Ormuz, à le bloquer, à empêcher le trafic pétrolier. C'est clairement une action extrêmement offensive, extrêmement agressive, qui envoie un message qui montre que les gardiens de la Révolution sont vraiment aux abois, parce que là, ils sont en train de se priver de leur dernier support, hein, qui est le support de la Chine, qui n'a pas du tout intérêt à ce que le détroit se bloque. Donc on est vraiment dans une logique dans laquelle ils sont prêts à tout pour sauver le pouvoir. Et le trafic il y a une flotte américaine, la 5e flotte est dédiée à la protection de ce détroit. Et donc la réaction de l'armée américaine va être extrêmement violente, et je pense que Trump va s'occuper personnellement de cette affaire, et je pense qu'on peut s'attendre à un poste de Trump dans les minutes qui viennent. Une attaque contre un pétrolier, alors même que l'armée de l'air américaine hier a engagé très tôt dans la matinée des frappes contre le port de Bandar Abbas, où se trouve une partie de la flotte maritime iranienne, et qui dispose aussi de capacités de missiles anti-navires qui auraient pu être utilisés, qui vraisemblablement ont pu être utilisés depuis cette région-là. Donc les Américains n'ont peut-être pas assez nettoyé cette zone encore. 30% des réserves pétrolières mondiales, l'Iran, mais 80% de la production maintenant part en Chine. Ouais. Et donc c'est pour ça que vous parlez de la Chine qui ne va pas apprécier ça, avec un dollar qui pourrait s'envoler au-delà de... Et on reviendra sur le... on va voir la réaction des marchés. Et on reviendra sur le détroit d'Ormuz dans quelques instants, si vous voulez bien, puisqu'on évoquait Ali Khamenei et sa disparition. Je voudrais qu'on se pose la question avec Valentin Rouillon, qui effectivement pourrait potentiellement lui succéder. Il y a 3 noms qui circulent, Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Oui, effectivement, 3 nommés par Ali Larijani, le chef du plus haut organe de sécurité iranien. D'abord, Massoud Pezeshkian, le président iranien, Gholam Hossein Mohseni aux plus hautes fonctions de l'autorité judiciaire iranienne, et puis un membre du Conseil des gardiens de la Constitution. Pour l'instant, son identité est inconnue. Alors ça, c'est ce qu'a annoncé la télévision d'État. Je vous propose de se concentrer sur d'abord Ali Larijani, chef du plus haut organe de sécurité iranien. C'est un homme qui a 68 ans. Homme central du régime, docteur en philosophie continentale, c'est un ancien commandant des gardiens de la Révolution. C'est quelqu'un d'associé au courant conservateur de la politique iranienne, mais il est défini comme conservateur pragmatique, notamment sur les questions internationales. On le dit plus modéré et plus diplomate que ses collègues. Alors il a été secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale. Avec ce titre, il a participé à la négociation nucléaire avec les Européens. Alors avec toutes ces expériences, il a tenté de se présenter 2 fois à l'élection présidentielle, mais cela a toujours été rejeté par le Conseil iranien, qui ne s'est jamais expliqué sur la raison. Lui pense que c'était parce que sa fille vivait aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce matin, le New York Times et la chaîne CNN rapportent que ce serait lui sur lequel Donald Trump voudrait s'appuyer. Alors maintenant, si on se concentre sur Massoud Pezeshkian, le président iranien, lui, il a 71 ans. Il est chirurgien de profession. Il a été ministre de la Santé notamment. Il se qualifie comme défenseur des minorités. Il fait partie des dirigeants iraniens qui a dénoncé le recours à la force par la police pour appliquer l'obligation du port du voile par les femmes. Il s'était d'ailleurs dit ni anti-Occident ni anti-Est. Alors attention, parce que ça, c'était pendant sa campagne présidentielle, qu'on pourrait appeler en tout cas une campagne présidentielle. Il s'était distingué ces dernières années par ses positions plus fermes, surtout au niveau international. Il avait d'ailleurs rencontré Emmanuel Macron en septembre 2024, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Emmanuel Macron qui avait d'ailleurs été plutôt ferme à l'époque, demandant notamment sans délai de libérer les 3 otages français, moins modéré de ce qui l'en a l'air, puisqu'il a tout récemment estimé qu'il fallait venger la mort de Khamenei et que c'est un droit et un devoir légitime, a-t-il affirmé.
Alors Valentin, le dernier nommé, je ne vais pas écorcher son nom, on sait qu'il s'agit d'un membre du Conseil des gardiens de la Constitution, mais qu'en est-il de Gola Mohseni, très précisément? Gola Mohseni, il a 69 ans, il est né en 1956, il est considéré comme un dur du régime, c'est un religieux conservateur, il a été ministre du renseignement, procureur général, il est en clair aux plus hautes fonctions de l'autorité judiciaire iranienne. C'est quelqu'un de très ferme et il a d'ailleurs averti dès le début des manifestations iraniennes fin décembre 2025 qu'il n'y aurait aucune indulgence envers ceux impliqués dans les manifestations. Et le parquet qu'il a d'ailleurs sous son autorité avait précisé que certains s'exposeraient à des peines passibles de la peine de mort. L'ONU enquête depuis très longtemps sur les agissements de Gola Mohseni et avait déterminé qu'il y avait une violation flagrante des droits de l'homme, tant dans le passé qu'à l'heure actuelle, parce qu'en 1988, c'est la terrible vague de répression et des milliers d'opposants politiques sont assassinés, tout comme des centaines de journalistes. Et autre exemple, en 2016, une dizaine de journalistes est arrêtés sous ses ordres au nom de la sécurité nationale. Merci beaucoup Valentin pour ce point très précis. Une petite réaction, Manaz. Alors, je tiens à quand même préciser que Ali Khamenei était un membre du clergé chiite, donc un membre pas très important au début, mais après, il est devenu Wali Faqih, ça veut dire celui qui dirige la communauté des chiites. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce qui vient d'être annoncé, c'est que cette annonce, ces 4 personnes ont été présentées par la télé iranienne. Ça veut dire que l'Iran, les dirigeants iraniens sont en manque de clergé chiite. C'est pourquoi ils ont présenté 2 ou 3 personnes qui ne font pas partie du sérail de clergé chiite. Ça montre à quel point la République islamique est aux abois pour remplacer un Wali Faqih. Il est en train de présenter quelqu'un comme Pezeshkian qui est complètement inexistant. C'est un homme qui n'a absolument aucune autorité. Et l'autre, Mohseni Ejei, qui est le chef des exécuteurs en Iran. C'est lui qui a signé des dizaines de milliers d'arrêts de mort pour les prisonniers politiques en Iran. Question peut-être un peu naïve. Il n'y a pas une volonté un peu de laïcisation du régime iranien pour être plus présentable? Alors, je pense que c'est un peu naïf de regarder comme ça, si vous me permettez, parce que la laïcité pour les dirigeants iraniens, c'est la lettre morte. Ils ne comprennent même pas quelle est la signification. Et déjà, en plus, la volonté d'ouverture, ils avaient quand même la possibilité de le faire avant, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, ce que je vois, les signaux que je reçois, je vois quand même un régime qui est aux abois, qui n'arrive même pas à assurer la semaine prochaine, jusqu'à la semaine prochaine, sa survie. Mais en attendant, les répliques sont là et ça continue de fonctionner. Hein. C'est le constat qu'on peut faire au moment où on se parle. C'est ma question, en fait. Je me demande s'ils ne sont pas dans une logique suicidaire. Ils sont en train de tirer dans leurs pieds. Ils sont en train vraiment de se massacrer. Enfin, ce qu'ils font avec les pays voisins, c'est vraiment, ça sort de toute raison, toute stratégie raisonnable et pensable. Général Bruno Clermont, quel est votre regard? Je rejoins sur le thème qu'ils sont dans une logique aux abois, et on le voit, et l'image de ce pétrolier qui brûle est une image importante. Hein. Elle va rester comme une des images de la guerre, parce que là, l'Iran s'attaque au commerce international, il s'attaque à la communauté internationale. Donc on est dans une situation dans laquelle les pays du Golfe qui produisent le pétrole et le gaz vont probablement être obligés de répliquer. Et donc on peut dire que l'Iran brûle ses derniers vaisseaux. D'un point de vue militaire, c'est très simple à faire. Ils ont plein de capacités, des capacités assez basiques, assez tactiques pour couler, ou en tout cas pour tirer sur un pétrolier. Il ne faut pas confondre cette attaque qu'ils ont menée, qui est une attaque symbolique, qui est un geste de défiance à la communauté internationale, à l'attaque possible d'un porte-avions américain avec des missiles balistiques anti-navires qui sont très très loin des côtes, qui sont très bien protégés. Donc ça, c'est très simple à faire, mais c'est extrêmement symbolique. Et les images de ces pétroliers qui brûlent vont traverser les réseaux sociaux, les chaînes de télévision très rapidement. Et c'est pour ça qu'on l'a montré cette image. C'est un tournant dans la guerre. C'est un tournant. Je voudrais que vous écoutiez justement qui dirige précisément pour le moment. Écoutez le président iranien qui se montre très menaçant. Mais alors c'est une déclaration, mais qui est... vous allez voir, c'est lu par une consoeur iranienne, hein, ce message. C'est tout un symbole. Écoutez.
L'assassinat de la plus haute autorité politique de la République islamique d'Iran et d'un éminent dirigeant du chiisme mondial par le sinistre cercle américano-sioniste est perçu comme une déclaration de guerre contre les musulmans et en particulier contre les chiites partout dans le monde. La République islamique d'Iran considère comme son devoir légitime et son droit de venger les auteurs et les instigateurs de ce crime historique et fera tout son possible pour s'acquitter de cette grande responsabilité et de cette tâche. C'était assez symbolique quand on est journaliste de voir que en fait, le communiqué, et ça vous fait réagir mon cher Hubert en tant que confrère évidemment, c'est une consoeur qui lit le communiqué du président iranien. Hein. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été tués aussi en Iran. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le fond, le 7 octobre, ça a été une réaction quand même de l'Iran pour empêcher finalement le pacte d'Abraham auquel s'étaient ralliées les monarchies du Golfe, qui, rappelons-le, sont quand même essentiellement sunnites et très opposées finalement à l'Iran sous des dehors de solidarité arabe. C'est la vraie opposition aujourd'hui, elle ne devrait pas être entre Israël et l'Iran, mais entre Israël et les pays du Golfe. Et là, finalement, ils sont en train de faire la démonstration qu'ils ne veulent pas d'un Moyen-Orient en paix et qu'ils sont incapables, effectivement, d'intégrer un minimum de civilité, de civilisation, dès lors que l'Occident s'est quand même dressé pour la première fois sous la férule de Donald Trump, très largement inspiré par Benjamin Netanyahou, il faut bien le dire. Mais c'est la première fois qu'après 40 ans de terrorisme intellectuel et de terrorisme tout court des Iraniens, l'Occident réagit avec beaucoup de fermeté. Maintenant, comme ils ne sont pas forcément aussi intelligents qu'on peut le penser, ils sont dans une logique suicidaire, et cette logique suicidaire va peut-être précipiter la fin du régime, mais l'histoire n'est pas écrite. Il y a une dimension religieuse, pardonnez-moi, mais l'islam chiite aussi contre l'islam sunnite, qui est incarné aussi par toutes ces pétromonarchies du Golfe Persique. Ces pétromonarchies qui étaient hostiles à une intervention américaine et qui avaient demandé aux Américains de ne pas utiliser leur base pour attaquer l'Iran. Or, sans que les États-Unis contreviennent à cet ordre, les Iraniens ont frappé ces mêmes pays du Golfe, bien d'ailleurs au-delà des intérêts américains. Et aujourd'hui, cet axe israélo-américain qu'on est en train de voir émerger autour de cette offensive contre le régime, eh bien, les pays du Golfe sont en train de se rallier à lui, et c'est ce fameux front anti-iranien qui existait à l'époque où il y avait une peur bleue du programme nucléaire iranien, et on parlait même à un certain moment d'un OTAN du Golfe, un peu sur le modèle de ce qu'on fait ici en Europe pour justement contrer la menace. Et aujourd'hui, finalement, l'Iran qui voulait briser, comme vous l'avez bien dit, les accords d'Abraham et cette alliance israélo-saoudienne qui était en train de voir le jour jusqu'au 7 octobre 2023, eh bien voit tout cet édifice s'effondrer sur lui. Et même l'Arabie saoudite, qui restait un peu en retrait des accords d'Abraham, mais qui a déjà été attaqué par l'Iran, est en train de changer, de pivoter de position. Mais il faut voir quand même et l'Arabie saoudite qui a ordonné une riposte. Il y a 600 000 passes-d'Aran qui profitent du système, ce qui d'ailleurs, au sein de l'armée iranienne, pose des problèmes, parce que les soldats iraniens n'ont pas d'argent pour se nourrir, pour se loger, etc. Et ils sont quand même pas solidaires des passes-d'Aran et des cadres passes-d'Aran qui se sont enrichis. Et c'est là qu'il faut voir peut-être un possible basculement à terme. Ça ne les a pas empêchés de tirer sur les jeunes Iraniens, comme les membres les soldats de l'armée classique. Oui, parce que c'est un système qui est basé sur la peur. Je voulais qu'on avance et je voulais vous soumettre également la réaction de Donald Trump à ses propos très menaçants et sur son réseau social que l'on connaît, Truth Social. Il a répondu évidemment. On va le voir. Tania va nous montrer effectivement la communication de Donald Trump. L'Iran vient d'annoncer qu'il va frapper très fort aujourd'hui, plus fort que jamais. On le voit, puisque nous commentons ces images avec cette attaque qui a frappé le cœur d'Israël. Donc, ils ont intérêt à ne pas le faire, car s'ils le font, nous les frapperons avec une force jamais vue. Merci de votre attention, Président Donald Trump. C'est du Trump dans le texte. Et nous, pendant ce temps-là, Général, Emmanuel Macron donc, va encore réunir ou convoquer un conseil de défense ce soir. Oui, deuxième conseil de défense à 19h. Hier, on avait eu l'ouverture du conseil de défense.
on n'a pas réellement eu... Non, ça a été rapide, on a commenté ensemble d'ailleurs, en disant on n'a pas été prévenu. Ça a montré les axes d'effort du Conseil de défense. Derrière, il y a des décisions techniques, opérationnelles, qu'est-ce qu'on fera les militaires, comment on va s'organiser. On sent quand même que le prochain pourrait être tourné vers une opération de mise en place de moyens pour évacuer les ressortissants si le besoin s'en ferait sentir. Donc je pense que l'armée française va monter en puissance, ses capacités de projection, ses capacités d'évacuation, ça devient forcément une priorité du président de la République. Une deuxième priorité, c'est le fait que nous avons des accords de défense avec 3 pays dans la région, le Qatar, le Koweït, les Émirats. Il ne faut pas l'oublier. Les Émirats, la base d'Al-Dafra, sur laquelle nous avons des rafales, nous avons des personnels français, a été attaqué par des drones iraniens. Certains seraient passés. On n'a pas non plus une idée des dégâts. Bon, l'affaire est sérieuse. On va être obligé de s'aligner de toute façon à un moment donné. Il faut quand même rappeler que dans les rapports franco-iraniens, il y a une logique de soumission qui remonte à loin. Ça remonte à l'époque du contentieux Eurodif où les Iraniens voulaient nous faire payer un certain nombre d'engagements qu'on avait pris pour les aider à se doter de l'arme nucléaire. Et ça, il s'en est suivi un certain nombre d'attentats, notamment quand Jacques Chirac était Premier ministre, et puis jusqu'à l'attentat du Drakkar. Donc, à un moment donné, la France, dans sa volonté d'équilibre, de diplomatie un peu gaulienne, là, elle n'aura pas d'autre choix que de suivre le mouvement. Général. Alors, je ne sais pas si on va s'aligner sur la politique actuelle, mais par contre, techniquement, des mesures vont être mises en place. C'est un peu le but de ces réunions. Il y a un aspect politique avec la communication qu'a faite le président. Et le président, il est dans ce rôle, il fait les choix qu'il veut. Moi, ce n'est pas moi qui vais les juger. Bien sûr. Par contre, d'un point de vue technique, il y a des actions à mener par les militaires. Il faut les organiser. Il faut que l'état-major des armées lui propose des options de planification. La France restera probablement dans une phase défensive, une posture défensive, sauf si, et je dis sauf si, à la place des 8 Israéliens, c'était 8 Français qui avaient été tués sur la base d'Al-Dafra. Là, ça change les choses. Le communiqué de la porte-parole du gouvernement, Maud Brejon, est quand même assez clair. Oui, assez limpide. Très rapidement, on l'a vu, on a pas mal de ressortissants français qui sont dans les pays impactés. Plusieurs dizaines de milliers. Il faut pas l'oublier, évidemment. On sera avec Sabrina Birlin-Bouillet qui nous donnera des conseils du Quai d'Orsay à leur égard. Mais il y a aussi des influenceurs. Vous savez, ces fameux influenceurs français qui sont dans ces pays, aux Émirats, et qui ont filmé la riposte iranienne en direct, qui se croyaient à l'abri, et mal leur en a pris. On voit tout ça avec Sarah Fanzari. C'est pas un nuage, ça. Non, ça c'est la lune. Ouais. Non, c'est pas la lune, c'est de la fumée. À Dubaï, ces images ne viennent pas de journalistes, mais de Français installés dans l'Émirat. Parmi eux, des influenceurs ont partagé en direct, face caméra, la riposte iranienne aux frappes américaines et israéliennes. Maëva Guénam, ancienne candidate des Marseillais, s'est montrée paniquée. Aux Émirats arabes unis, près de 90% de la population est étrangère, comme Camilla, une Marseillaise connue grâce à la télé-réalité. Influenceuse aujourd'hui, elle aussi a publié photos et vidéos à ses abonnés pour faire part de son inquiétude. Ça m'angoisse beaucoup parce que si on l'entend jusqu'à la maison, c'est qu'on est proche. Dubaï, symbole d'opulence et de sécurité, se retrouve au cœur des tensions régionales. Les autorités ont suspendu le trafic aérien. La France appelle ses ressortissants à rester chez eux et à limiter leurs déplacements. Sabrina Birlin-Bouillet est avec nous. Merci d'être avec nous. Je voulais absolument vous avoir parce que on voit ces influenceurs et tous ces Français qui sont disséminés dans tous ces pays qui ont été impactés ou qui peuvent être impactés. Il y a un certain nombre de mesures de sécurité qui ont été préconisées, notamment par le Quai d'Orsay. Je voulais vous avoir là-dessus. Oui, plusieurs choses. Déjà, je vous rappelle ces consignes partagées par les différentes ambassades du Moyen-Orient. De rester chez soi, de se réfugier dans les abris, vous allez le voir, se tenir éloigné des fenêtres, des portes et des zones ouvertes et rester à l'écoute des consignes des autorités locales. Ensuite, ce sont les numéros d'urgence destinés aux ressortissants français, où que vous soyez au Moyen-Orient. Prenez bien note de ces numéros d'urgence qui vont s'afficher. Ce sont des lignes téléphoniques ouvertes en
en continu, 24 heures sur 24, pour répondre à l'urgence de la situation. Et vous voyez s'afficher en tête ce numéro unique pour la France qui peut répondre à vos inquiétudes ou vous soutenir dans vos démarches. Il s'agit du 01 43 17 51 00. Enfin, pour tous les ressortissants français à l'étranger, et ceux de passage aussi, je vous rappelle qu'il est conseillé de s'inscrire en ligne sur le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est un service proposé sur le site internet du ministère des Affaires étrangères et cela permet notamment à l'ambassade de vous envoyer des alertes en temps réel. Pensez-y, le fil d'Ariane. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va prendre la direction de Dubaï, justement. On va retrouver Mickaël, puisque je vous le disais, un grand nombre de Français se trouvent dans des situations un peu difficiles dans ces pays visés par les répliques iraniennes. Bonjour Mickaël, vous êtes donc à Dubaï et un certain nombre de vos amis m'ont alerté. Vous vivez l'enfer, racontez-nous quel est votre quotidien depuis le début de ces frappes. En fait, racontez-nous votre quotidien. Bonjour à tous. Au début, nous, on est tous en vacances. C'était la carte postale. Et c'est vrai que quand ça a commencé, on a été plongé un petit peu dans des alertes, mais ils ne sont pas encore ici très équipés pour les messages, pour les alertes. Et en fait, on lisait tous les informations qui se passaient dans la région. Et hier soir, vers minuit, on a eu un genre de message qu'on n'a pas l'habitude d'avoir avec une sonnerie assourdissante. Et on a tous sorti de nos chambres. On a vite couru aux abris. Et en fait, ici, ils n'ont pas d'abri, donc on descend dans ce qu'ils appellent les basements, c'est les parkings. Donc on était tous dans les parkings avec les enfants en bas âge. Et c'était assez flippant. Après, moi, pour ma part, je suis dans un hôtel qui est à 15 minutes, qui est sur le quartier de Jumeirah One, donc qui est un peu épargné. Mais mes amis qui sont sur La Palme, malheureusement, vivent l'enfer. Il y a eu un mort devant le lobby, il y a eu un lobby qui a explosé. Et ils ont dormi dans les parkings ou dans les communs de leur hôtel. C'est vraiment assez terrifiant. Alors nous, on ne vit pas cette situation de la même façon parce que là, on était au bord de la piscine. Ils nous auraient ouvert la piscine pour tous les enfants, mais voilà. Dites-moi, quel est l'état d'esprit? Parce que moi, j'ai quelques connaissances là-bas et qui me décrivent des scènes vraiment de panique. Hein. J'ai reçu un certain nombre de messages avec des gens effectivement bloqués dans les parkings. En fait, vous vivez, semble-t-il, certains de vos collègues ou confrères ont vécu l'enfer et une peur bleue surtout. En fait, on est à la fin de la première semaine des vacances, donc nombre de nos compatriotes, ils devaient rentrer soit aujourd'hui, soit demain. Et là où on est vraiment très, très énervé et très compliqué, c'est que on n'a pas de communication du consulat, des gens qui représentent la France, et tout le monde s'envoie des messages et ça crée des groupes. Chacun se monte un peu la tête, chacun se raconte des informations. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas du tout concordantes et tout le monde essaye de réserver des avions. Alors il y en a un qui voulait partir à Oman, mais Oman a été bombardé. Ensuite, il y en a qui est parti parler en Thaïlande. Enfin, c'est un peu n'importe quoi et on n'a aucune consigne de sécurité. Donc il y a beaucoup de gens qui sont avec des enfants en bas âge et c'est très très compliqué. Chacun fait un peu comme il peut. Certains ont dit il faut parler de nous, il ne faut pas nous oublier. J'ai reçu des messages en ce sens. Vous avez le sentiment d'être un petit peu abandonné par la France? On est totalement abandonné. On est totalement abandonné. Franchement, c'est ahurissant, mais on n'a aucune communication. Alors, comme je vous dis, moi, dans notre hôtel, on ne sent pas ça parce qu'on n'a pas eu trop de dégâts. Mais dans les autres hôtels, ils ont dormi dans des parkings, sur des petits matelas. C'est vraiment pas normal. Et il y a des numéros d'urgence, mais ça ne marche pas. Air France, les gens peuvent valider des vols pour demain et ils sont annulés une demi-heure avant. Emirates, c'est la même chose. Et on a beaucoup d'informations qui ne vont pas du tout dans le même sens. Enfin, on est complètement seul, quoi. Et il y a une autre chose qui est quand même compliquée, c'est que dans nos hôtels, moi je voyais aujourd'hui mes amis qui devaient partir, ils ont dû reprendre des chambres, payer 30% plus cher parce que c'est le prix de l'hôtel. Il n'y a aucun accompagnement. Alors bon, là, il y a des gens pour qui... il y a des gens qui ont dû partir de l'hôtel parce qu'ils n'avaient pas les moyens de rester. Enfin, c'est vraiment compliqué. Et vous avez prévu de rester combien de temps à Dubaï, Mickaël? Alors moi, pour ma part, je rentre vendredi prochain, le 6, parce que j'ai une activité professionnelle ici. Donc je suis entre les deux, je suis avec ma famille en vacances et en général, j'allais travailler le matin. Mais tous mes amis restent en général 8 jours, 9 jours. Et c'est vrai qu'eux, ils doivent rentrer et ils ont tous des activités professionnelles et ils sont bloqués, quoi. Et vous avez vu ces frappes de vos yeux vus, Mickaël? Vous avez vu ce qui s'est passé? Alors, de notre côté, on voit des détritus dans le ciel. On entend des booms, mais ça ne frappe pas de notre côté. Ça frappe beaucoup sur La Palme parce que c'est des resorts qui sont censés appartenir à des entités américaines et qu'il y a une petite base au niveau de La Palme. Moi, je suis en mer à 10 minutes de La Palme.
et à 30 minutes de La Palme en voiture. Bon, bah, écoutez, Mickaël, merci pour ce témoignage très précis. J'espère que des gens du gouvernement français regardent CNews et ont entendu votre cri de détresse et ce SOS également de tous ces Français qui sont bloqués sans aucune information. C'est quand même assez paradoxal. Merci, Mickaël, et bon courage et faites attention quand même puisqu'il y a des frappes et soyez excessivement prudents avec votre famille. Ce qui est vraiment dommageable, c'est au moins de ne pas donner des consignes de sécurité, de ne pas s'approcher des vitres, de rester sous des parkings, d'expliquer ce que c'est une structure d'un immeuble. C'est dommage que même ça, on n'a pas reçu un petit message pour nous aider, parce que les Émirats, ils font un travail remarquable. Ils essayent dans le ciel d'intercepter tout ce qui est au-dessus de nos têtes. Il y a eu plus de 1000 missiles, enfin il y a eu des choses assez incroyables et on est quand même vachement épargnés. Mais on n'a aucune consigne de sécurité, donc chacun fait comme il peut. Bon, ben bon courage, Mickaël, et merci pour merci à vous. Merci. Merci pour ce témoignage. Incroyable, quand même. Sans sous-estimer ce qui se passe, il y a quand même eu un mort, visiblement. Il faut dire que les Israéliens, eux, sont résilients parce qu'ils sont en guerre depuis des années, ils sont habitués à ces alertes. Ils ont ces habitudes. Dubaï, c'est le royaume du bling-bling. Ah oui. Il y a beaucoup d'oligarques russes, on fait la fête, etc. Et donc, ils sont pas habitués du tout, ça. Ils se croyaient à l'abri du terrain des opérations. Non, ils ont vu le 7 octobre. Ils ont vu le danger de la République islamique. Ils étaient quand même au courant de l'implication d'un État terroriste dans les événements du 7 octobre. Depuis le 7 octobre, mais ils ne voulaient pas voir. Beaucoup de pays ont pris connaissance, ont pris conscience à quel point la République islamique est dangereuse. Ils pensaient qu'ils étaient à l'écart. Mais ils ne voulaient pas voir. Et là, maintenant, ils font comme si d'avoir inventé l'eau chaude et tout d'un coup... c'est la panique. Alors que, voilà, c'est ça qui est vraiment très étonnant, que ces gens qui vivent dans ces pays n'ont pas compris à quel point ils sont en train de vivre à côté d'un danger. C'est un État terroriste. Ce n'est pas du tout parce que je fais partie de l'opposition, que je ne fais pas, et que je dis ça, la République islamique est un État terroriste depuis 47 ans. Et ce n'est pas aujourd'hui. Et c'est l'idée qu'ils ouvrent les yeux et ils se mettent devant, en fait, un danger comme si c'est tombé du ciel du jour au lendemain. C'est vraiment très étonnant. Général Bruno Clermont. Je pense que beaucoup d'entreprises avaient prévu de bouger leur personnel vers Oman, qui est une zone a priori plus calme, mais en réalité, Oman a également été visé par des tirs de missiles, donc il n'y a pas vraiment d'endroit dans la région pour trouver un refuge. C'est d'autant plus débile que les négociations se déroulaient à Oman. En plus, de surcroît. Ça montre bien l'état d'esprit des Iraniens. On assiste quand même à la plus grave crise, il me semble, internationale depuis 1991, depuis la première guerre du Golfe, parce qu'on n'a pas connu ça lors de l'invasion américaine en Irak en 2004, on n'a pas connu ça avec l'Afghanistan, on n'a pas connu ça pendant la guerre en ex-Yougoslavie et l'opération au Kosovo. Donc on a ici une crise qui implique près déjà d'une demi-douzaine de pays. Chypre hier soir avec ses tirs de missiles balistiques, donc déjà les confins de l'Europe. Et que Donald Trump va être entraîné plus loin qu'il ne veut aller. Une dimension économique qu'on verra demain sans doute sur les marchés financiers, une dimension humanitaire qu'on a vue à travers ce témoignage et à travers tant d'autres qui ne peuvent pas parler et qui sont bloqués dans plusieurs pays de la région. Général, 2 mots rapidement. L'Iran a aussi quelques missiles balistiques de moyenne portée, mais qui peuvent aller à 2000 km. Et qui probablement oblige les pays du sud de l'OTAN à augmenter leur niveau d'alerte. On va prendre la direction de l'Italie, si vous le voulez bien. Depuis le début de cette journée, on a bien prendre également la température, savoir comment sont perçues ces attaques israéliennes et américaines en Europe. On est allé en Espagne, on est allé en Chine. On va prendre donc la direction de l'Italie, retrouver notre correspondant permanent, Antonino Gallofaro. Bonjour Antonino. Justement, comment sont perçues ces attaques en Iran, chez vous, en Italie? Racontez-nous. Eh bien, pour l'instant, de la part du gouvernement, c'est la prudence, aucune condamnation de l'action des États-Unis. Officiellement, Rome s'aligne sur la ligne des autres pays européens, peut-être mis à part l'Espagne. L'Italie s'engage donc à rechercher une solution en faveur de la stabilité de la région. La présidente du Conseil des ministres est par ailleurs aussi en contact avec les leaders des pays du Golfe. Elle a condamné les attaques que ces pays ont subies. Mais officieusement, c'est la surprise, au niveau de la population, bien sûr, comme partout, mais au niveau politique aussi, parce que la Première ministre n'a pas été avertie de cette attaque. L'une des conséquences,
c'est que le ministre de la Défense, Guido Crosetto, est resté bloqué à Dubaï alors qu'il était en déplacement privé, personnel. La presse ce matin indique qu'il s'agit ici d'une marginalisation de l'Italie sur la scène internationale, alors même que l'Italie de Giorgia Meloni est peut-être l'un des plus forts alliés de Donald Trump, ne serait-ce que par proximité idéologique. En attendant, l'Italie s'inquiète pour le nombre élevé des Italiens dans la région qu'il faut rapatrier. Et ici, dans la péninsule, la sécurité a été renforcée autour des sites sensibles liés aux États-Unis et à Israël, comme les ambassades, les lieux de culte ou encore les centres culturels. Merci beaucoup, Antonino Gallo Faro, notre correspondant permanent en Italie. Il y a un point commun entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron, vous le voyez. Et pas plus l'une que l'autre n'ont été prévenus. Enfin, il a prévenu que les responsables du Congrès au plus haut niveau, c'est tout. Il n'y a pas de surprise, au moins. En tout cas, il y a un effet de surprise, puisque on pouvait s'attendre à quelque chose, mais on n'en était pas sûr. Et Trump n'est jamais là où on l'attend. Exactement. Maxime ? Oui, l'Europe. Prudence en Italie, on observe, comme dans d'autres pays d'ailleurs. Mais le chef c'est sa force, justement. C'est sa force parce que c'est un homme politique imprévisible, ce qui lui donne beaucoup de force. On est incapable de savoir quel est le prochain. Les Iraniens ne savaient plus sur quel pied danser avec lui. C'est tant mieux. Et j'ajoute juste une chose. Parler un peu de ma région. Le chef de l'État sera demain à l'île Longue pour présenter la nouvelle doctrine nucléaire française, dont on ne connaît pas encore complètement les contours. Alors, la doctrine de dissuasion, elle est soi-disant immuable, mais aujourd'hui, dans le fond, elle était un peu obligée de s'adapter aux menaces, de moderniser sa gamme, et c'est ce que j'imagine que pour le chef de l'État, demain, ce sera un grand exercice de diplomatie et de défense. Et il faudra surveiller sa déclaration dans ce contexte international. À quoi peut-on s'attendre, mon général ? Alors on peut s'attendre à encore plus de tensions, parce que le contexte va amener des tensions, il amène des divisions en France. On voit que la classe politique n'est pas du tout unanime sur l'attitude à adopter vis-à-vis de l'Iran. Et puis on comprend qu'un sujet aussi sensible, aussi important et aussi parfois difficile à comprendre que les dissuasions nucléaires, à partir du moment où on bouge des paramètres, ça peut quand même provoquer des réactions de toutes sortes. Donc on verra ce qui va se passer demain, mais je pense qu'il aurait été déjà difficile d'expliquer ce qui sera une évolution de la doctrine. Ce n'est pas une révolution, d'après ce que j'en connais, mais dans le contexte actuel, une évolution ressemblera à une révolution, donc ça risque de provoquer des réactions très fortes de certains partis. Merci de m'avoir accompagné durant 7 heures. Je vous rappelle cette information importante. 8 morts au centre d'Israël et qu'une vingtaine de blessés dans quelques instants. L'édition spéciale se poursuit évidemment avec Élodie Huchard qui reviendra sur toute cette actualité avec ses invités. Mais vous le savez, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une marche qui est prévue dans quelques instants d'ailleurs à partir de 15h à Paris, de la place de la Bastille jusqu'à la place des Pyramides. Et on va retrouver notre équipe qui est sur place, Corentin Alonso et Charles Baget. Et juste après, Élodie Huchard.